De très nombreux sujets passionnants et, je dois le confesser, un peu inquiétants nous attendent dans cette table ronde. On ne pouvait en effet pas aborder les questions de reproduction sans parler de l'environnement et de la manière dont il est susceptible d'obérer la reproduction aujourd'hui, mais surtout demain. Et la seule manière de faire en sorte que l'environnement ne se dégrade pas plus, ce n'est hélas pas en passant par les politiques, mais en passant par le peuple, qui lui saura dire, avec sa manière de faire, ce qu'il souhaite en matière d'environnement. Mais pour bien comprendre toutes ces questions, j'ai demandé à Gabriel André de bien vouloir constituer une table ronde sur le sujet environnement et reproduction. Gabriel André est un camarade d'internat, puisqu'on a partagé la même chambre d'interne pendant des années, et en tout bien tout honneur. Et il est donc gynécologue obstétricien, mais il a toujours, depuis très longtemps, été très préoccupé de toutes les questions d'hormones, et je pense que c'est ça qui l'a rapproché des questions d'environnement. Et donc, Gabriel, je te laisse présenter ta table ronde et la gérer. Merci beaucoup, Israël. Avec ma voix cassée, je vais essayer de me débrouiller. Alors, je pense que la réponse, là, elle est malheureusement oui. Alors, dans ma table ronde, il y a d'abord Madame Corinne Lepage, que d'aucuns d'entre vous connaissent, avocat, ministre de l'Environnement de 1995 à 1997, ancienne membre de Génération Écologie, fondatrice et présidente du parti écologiste CAP 21. Elle est députée au Parlement européen de 2009 à 2014 et a été là spécialement préoccupée par les questions environnementales. En 2014, elle devient présidente du parti le Rassemblement citoyen CAP 21. Et donc, vous voyez, elle est toujours active dans ce domaine et il lui appartiendra de définir les contours politiques de notre affaire et surtout de nous faire mesurer le poids des lobbies, dont elle a probablement eu beaucoup à faire. J'ai à ma droite André Cicolella, qui est un chimiste, toxicologue et chercheur français en santé environnementale. Il est spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. En 2009, il crée l'association Réseau Environnement Santé, RES en abrégé, dont il est président. Cette association est à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons et dans les composants, dans les boîtes de conserve alimentaires. Et je crois que nous lui devons cela. Et merci beaucoup pour ça. Enfin, j'ai un neurologue, Jacques Reiss, neurologue passionné d'environnement, et vous verrez, il vous le montrera, que malheureusement, dans ces questions, c'est le cerveau du fœtus qui souffre le plus. Donc il était pour moi très important d'avoir un neurologue dans notre table ronde. Après ces présentations, je vais me permettre 5 minutes d'introduction pour cadrer le sujet. Nous parlerons d'abord et avant tout de perturbateurs endocriniens et beaucoup moins de pollution atmosphérique avec les microparticules, encore que cette pollution soit à l'origine de pas mal de dégâts et d'ennuis, mais on ne peut pas parler de tout. Alors, en reproduction, ce qui est important, c'est le moment d'exposition. Et il est très important de comprendre que si un perturbateur endocrinien touche un adulte, cette activation du gène que va entraîner ce perturbateur endocrinien, elle est réversible. Par contre, si un perturbateur endocrinien touche un organisme en plein développement, périnatal ou néonatal, un bébé in utero, les effets organisationnels sont irréversibles. Enfin, troisième chose, si ce perturbateur endocrinien
touche ce bébé in utero au moment de la formation de ses gamètes, de ses ovaires et de son testicule, l'effet peut être héritable et transgénérationnel. Donc passer d'une génération à l'autre et atteindre la 3e génération, ce qui ne va pas manquer d'inquiéter. Perturbateur endocrinien, pourquoi la reproduction? Parce qu'il faut bien comprendre que l'activité œstrogène, à travers l'évolution, est celle qui a été le plus conservée. Il y a une activité œstrogène dans les plantes, dans les invertébrés et dans les vertébrés. C'est un signal de reconnaissance universelle. Donc, l'activité perturbatrice environnementale est d'abord œstrogénique. Si on veut schématiser, elle est ensuite anti-androgène. Et enfin, elle est antithyroïdienne. Voilà les 3 hormones perturbées d'abord par les perturbateurs endocriniens. Alors, je vais prendre, pour lancer le sujet, 3 petits exemples, 2 chez le garçon et 2 chez la fille ou la femme, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Le premier exemple que je vais prendre, et il en a été question tout à l'heure et hier, c'est le déclin inexorable des spermatozoïdes. Quand nous regardons la dernière méta-analyse sortie, celle de Levin l'année dernière, nous nous apercevons qu'en moyenne, les spermatozoïdes chutent de 1,4% par an. Ce qui veut dire une chute de 52% de 1973 à 2011. Pauvre de nous. Et cette chute, lorsque le nombre de spermatozoïdes est inférieur à 40 millions par millilitre, il y a déjà un petit retentissement sur la fécondité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les perturbateurs? Certes, cette chute peut être expliquée par l'obésité, par le tabac, par le stress, mais très probablement aussi par les perturbateurs endocriniens. Et je n'en veux pour preuve que cette étude new-yorkaise d'il y a 2 ans, où on a pris 189 hommes jeunes, en bonne santé, de 18 à 22 ans. Et on a regardé leur spermogramme. On a vu d'abord qu'il n'y avait pas de lien entre leur consommation de fruits et légumes et la qualité de leur sperme. Mais lorsqu'on a regardé le contenu en pesticides de ces légumes et de ces fruits, nous avons vu que le quartile le plus élevé, donc ceux qui avaient les 25%, qui avaient le taux de pesticides le plus fort dans l'alimentation, avaient 169% de spermatozoïdes en moins versus les 25% qui avaient l'alimentation la moins riche en pesticides. Donc très probablement, les perturbateurs endocriniens diminuent notre propre fécondité. Deuxième idée pour dire que ça joue, c'est l'étude de la cryptorchidie dans 2 pays nordiques comparables. Alors je vous ai dit œstrogénique, anti-androgène. La cryptorchidie, c'est un défaut d'hormone mâle qui fait qu'à la naissance, le testicule des bébés mâles n'est pas dans les bourses, il s'est arrêté en chemin. Et cet arrêt en chemin est très préjudiciable, bien sûr, sur la fécondité de ces bébés. Alors quand on compare ce qui s'est passé au Danemark et en Finlande, en 1960, il y avait 1,8% de cryptorchidie au Danemark. En 2000, il y en avait 8,5%, multiplié par 4. Alors qu'en Finlande, le taux est resté stable, 2%. Mais que s'est-il donc passé au Danemark? Eh bien, il s'est passé qu'après 60 modifications des habitudes de culture, culture intensive, introduction des pesticides en masse qui ont été multipliés par 5 ou 10 dans l'intervalle. Donc vous voyez, l'introduction des pesticides va de pair avec une anomalie sexuelle masculine. Maintenant, on va passer aux filles. Alors, il y a un article tout à fait intéressant qui est sorti dans le JAMA il y a quelques semaines, qui a montré pour la première fois dans une étude prospective une association entre une alimentation avec des résidus pesticides et l'issue de la grossesse chez des femmes infertiles dans un service de PMA.
procréation médicalement assistée, CPMA. Donc c'est 321 femmes de la région de Boston. On a étudié 541 cycles. 42% de ces femmes ont fini par avoir un bébé vivant. Bon. On a regardé les pesticides parce qu'on sait que chez l'animal, les pesticides entraînent des défauts ou des difficultés de reproduction. Et on s'est aperçu qu'une alimentation pauvre en pesticides était associée à une plus forte probabilité de grossesse. Une plus forte probabilité de grossesse. Un faible taux de pesticides résiduels, est associé à une augmentation de 79% de grossesse clinique. 79%. Et de 89% de chance d'avoir un bébé en vie. Donc vous voyez, alimentation pauvre en pesticides, maximum de réussite dans la fécondation. Enfin, mon dernier exemple est un exemple malheureusement quasi caricatural, et c'est ce qui a peut-être lancé le concept de perturbation et de perturbateur environnemental. C'est l'exemple du diéthylstilbestrol, donc du distilbène. À l'époque, dans les années 40-50, un certain nombre de femmes ayant des difficultés à procréer, ayant des fausses couches répétitives, se sont vues prescrire ce produit du distilbène, DES en abrégé. Le distilbène, parce qu'il n'était pas efficace et parce qu'il commençait à montrer des signes de dangerosité, a été arrêté pratiquement dans le monde entier en 71. Mais en France, il a fallu attendre 77 pour qu'on réagisse. Et en fait, certaines femmes ont été traitées jusqu'en 1980. Ce qui veut dire que les femmes, les dernières traitées, ont encore aujourd'hui actuellement 37 ans. Elles sont donc encore potentiellement sous l'emprise de ce poison. Alors ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a traité des mères et on a vu des problèmes apparaître chez les filles des années plus tard. Donc les mères sont traitées, les filles reçoivent aussi du distilbène et ce n'est qu'après la puberté que surviennent tous les problèmes. Des anomalies utérines, des fibromes, de l'endométriose. Et ces filles nées de mères distilbène, avortement spontané x4, grossesse extra-utérine x7, infertilité x3, accouchement prématuré x6 et apparition d'une maladie rare, c'est l'adénose à cellules claires qui est un cancer du vagin, et enfin apparition chez ces femmes autour de la cinquantaine d'un risque multiplié par 2 de cancer du sein, alors que c'est leur maman qui avait pris le médicament. Il y a plus grave et peut-être plus terrible, c'est quand on a étudié les enfants de ces enfants, donc la 3e génération. Et c'est le travail de mon ami Charles Sultan à Montpellier de s'être penché sur le devenir des petits garçons nés de ces femmes qui étaient dans le ventre de leur maman lorsque leur maman a pris le distilbène. Donc c'est les petits-fils. On a vu apparaître un taux d'hypospad multiplié par 40. 40, vous m'entendez bien. La grand-mère a pris le traitement. Le petit-fils a un risque fois 40 d'hypospad. L'hypospad, qu'est-ce que c'est? Normalement, l'urètre, le petit tuyau qui amène le pipi, s'abouche à l'extrémité de la verge, au méa. L'hypospad, il s'abouche en avant, en amont, sur le corps de la verge ou même à la base de celle-ci. Vous voyez tout de suite les difficultés et les ennuis de ce petit bébé. Enfin, dernière chose pour ce diéthylstilbestrol et qui n'est pas des moindres, c'est l'étude orage. Marie-Odile Soyer-Gobillard est une chercheuse au CNRS et elle a pris, pendant qu'elle était enceinte, du distilbène. Deux de ses enfants se sont suicidés alors qu'ils étaient étudiants. Elle en a été bien entendu très choquée, et si vous allez voir sur le net, son témoignage est poignant. Et elle a réuni dans cette cohorte orage d'autres patientes qui étaient des victimes du distilbène. Et que voyons-nous là? Que les patientes qui ont pris du distilbène ont des enfants avec 73% de troubles du comportement. 73%. 23% de troubles psychotiques. 40% de troubles de l'humeur, dont des dépressions graves. Et lorsque nous examinons chez ces femmes les enfants qui n'ont pas été
touchés par le distilbène, parce que la maman n'en a pas reçu lorsqu'elle attendait cela, seulement 4% de troubles du comportement sont observés. Donc vous voyez que le distilbène, ce poison, nous a mis le doigt sur ce que c'est un perturbateur endocrinien et sur ses effets nocifs futurs graves. Et vous voyez que ces troubles psychopsychiatriques sont très importants et c'est tout l'intérêt de s'adresser à Jacques Reiss parce que lui va vous en parler plus en détail. Alors quand on regarde la molécule du DES, elle est tellement voisine de celle du bisphénol, tellement voisine qu'on se dit « Oh là là, si c'était pareil pour le bisphénol ». Eh bien, je passe la parole à André Cicolella. Oui, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est un peu le cousin germain, et historiquement d'ailleurs, le bisphénol A a été mis en concurrence avec le distilbène. Donc en 1936, on sait que le distilbène et le bisphénol A sont des hormones de synthèse. On le sait. Donc on teste les deux, c'est le distilbène qui est choisi. Mais le bisphénol A, donc il va être mis de côté. Et puis il réapparaît en 1953. On a la bonne idée, je mets évidemment des guillemets à la bonne idée, de faire une matière plastique à partir du bisphénol A. Alors, ça peut sembler un peu surprenant, c'est un médicament, une matière plastique, mais du point de vue de la chimie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est l'utilisation que nous en faisons, nous, êtres humains, qui fait qu'on parle matière plastique ou médicament. Donc on fait ce polymère, on prend le terme technique des chimistes, à partir d'un monomère, qui est la molécule de bisphénol qui se combine à elle-même. Ça fait une matière plastique, donc formidable. On fait donc du polycarbonate. On ne se pose pas la question de savoir quel était le pédigré de cette molécule. On fait du polycarbonate parce que, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, tout ce qui est techniquement faisable sera fait. Voilà. Et je trouve cette phrase tout à fait remarquable parce que c'est effectivement la mentalité des chimistes de l'époque, c'est encore en partie leur mentalité aujourd'hui, parce que la science s'est créée comme ça. La science s'est créée sur l'esprit des Lumières. Alors je ne remets pas en cause l'esprit des Lumières, j'y adhère, mais je remets en cause l'utilisation que l'on en fait, et notamment le fait que la science a donné naissance à la technoscience. Et qu'il y a encore un courant de pensée qui considère que toute critique de la science, et donc de la technoscience, relève de l'obscurantisme. Alors moi j'ai été souvent traité d'obscurantiste. Mais quand on a créé le reste, on a créé le reste sur l'idée que nous allons faire la synthèse des connaissances scientifiques, notamment en faisant le choix du bisphénol comme exemple, et nous allons mettre dans le débat public ces connaissances scientifiques. Et dans ce cas précis, sur le bisphénol, on avait déjà en 2009, quand on a lancé le reste, quand on a lancé cette alerte, plusieurs 300 études à l'époque qui disaient à peu près la même chose. Sauf 5% d'études qui disaient le contraire. Et ces 5% d'études étaient menées selon un protocole qui s'appelle les bonnes pratiques de laboratoire. Alors, vous savez, on est dans le domaine de la novlangue, c'est l'inverse en fait. Les bonnes pratiques de laboratoire, c'est une méthodologie qui remonte aux années 70 et qui, par principe, ne teste que les doses les plus élevées. Et donc ça permettait de passer à côté de l'effet des doses les plus faibles, qui est la caractéristique des perturbateurs endocriniens. Et le problème, c'est que sous l'influence de l'industrie chimique, qui avait placé ses experts dans les comités d'experts, eh bien l'agence française qui s'appelait à l'époque l'AFSA, l'agence européenne qui s'appelle toujours l'EFSA, avait produit effectivement un rapport d'expertise qui disait non, il n'y a aucun problème, il y a quelques problèmes un peu au niveau du foie, du rein, et donc à partir de là on calcule une norme, qui est toujours la norme qui sert de base à l'agence européenne. Ce que nous avons mis en cause effectivement publiquement, et là on a obtenu effectivement ce succès d'obtenir l'interdiction du bisphénol A, dans les biberons, c'est effectivement de démontrer que cette expertise reposait sur des présupposés erronés. Il y avait notamment dans l'expertise, on considérait que l'homme était moins sensible que le rat. Alors que toute la toxicologie repose sur le principe contraire, parce qu'effectivement,
le rat a une capacité à survivre qui fait que pour toucher la fertilité du rat, il faut déjà y mettre le paquet, si vous me permettez l'expression. Il y avait aussi une deuxième principe qui était invoqué, c'est que le nouveau-né était moins sensible que l'adulte, ce qui va complètement à l'encontre de ce que l'on sait. Et à partir de cet emballage, il y avait un rapport de 200 pages écrit en anglais qui, alors quand on décortique, on s'aperçoit effectivement que cette étude qui montre que l'homme est moins sensible que le rat repose sur une étude, alors qu'il y a 30 études qui disent le contraire. Une étude faite par un toxicologue allemand qui s'appelle Wolfgang de Kant, qui heureux hasard, était celui qui avait rédigé le rapport, principalement, et que cette étude portait sur 3 hommes et 3 femmes, avec un seuil de détection très élevé, ce qui faisait qu'on ne voyait pas la présence. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un habillage qui a servi effectivement à construire l'illusion, effectivement, qu'on pouvait utiliser ce bisphénol pour faire d'un plastique alimentaire. Et donc, notamment dans les biberons. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a donné 6 fois par jour à un nourrisson, on lui a donné une hormone de synthèse. Voilà. Très concrètement, avec des conséquences qui sont considérables, parce qu'il y a l'exposition pendant la petite enfance, et quand nous avons effectivement obtenu cette interdiction par un vote des sénateurs et des députés, nous leur avons expliqué après que c'était très bien de se soucier de la santé du nourrisson, mais ce nourrisson, il avait été fœtus avant, et que là, l'exposition avait été, les conséquences étaient encore plus graves. Et là, on a effectivement réussi à convaincre tout le monde. On avait un vote unanime des députés, quel que soit leur parti, de voter cette loi, et malgré effectivement un lobbying de l'industrie chimique. Les grands producteurs de bisphénol sont BASF, Bayer et Total, donc excusez du peu, et néanmoins on a réussi à ce vote unanime qui est tout à fait important. Donc ce bisphénol A est très représentatif effectivement de cet enjeu des perturbateurs endocriniens. On est aujourd'hui à plus d'1 millier d'études qui disent effectivement l'importance de cette exposition pendant la grossesse. On a à peu près on a eu en 2006 d'ailleurs une conférence de consensus qui avait déjà fait la synthèse des connaissances, et depuis les choses se sont, les études ont confirmé. On a de plus en plus d'études chez l'humain notamment qui confirment. On a toutes les grandes pathologies chroniques qui sont liées à une exposition pendant la grossesse. Voilà. On montre effectivement, de façon transgénérationnelle notamment, un impact sur la fertilité. Vous donnez à des rates gestantes une dose de bisphénol qui correspond en gros à peu près à l'exposition humaine, donc c'est à peu près le même niveau. Eh bien, vous faites chez le rat, chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils, de l'infertilité et une baisse de la qualité du sperme. Donc, l'arrière-grand-mère seule a été exposée, et on a un impact sur 3 générations. L'étude s'est arrêtée à la 3e génération, donc l'interrogation c'est de savoir si effectivement ça va continuer. Là on a des interrogations sur le sujet, mais en tout cas voilà une maladie transmissible. L'infertilité devient une maladie transmissible. Les malformations génitales sont effectivement là aussi observées. On fait effectivement des cancers du sein, enfin des tumeurs mammaires chez la souris. On l'a vu sur une génération, mais on le voit aussi sur le rat, y compris dans des expositions. On a une étude sur le rat qui montre une exposition uniquement pendant la lactation. Donc, c'est confirmait bien l'enjeu effectivement de cette période. On a des troubles du comportement. Donc on a effectivement l'hyperactivité. Anna Soto, qui est une chercheuse américaine qui a été à l'origine, dans le groupe qui a forgé l'expression perturbateur endocrinien, après avoir fait ses expériences sur les animaux souris intoxiqués au bisphénol, elle parle d'animaux popcorn. Pour décrire l'hyperactivité de ces animaux, on a aussi quasiment des troubles de type autisme qui sont créés chez l'animal. Quand on voit la vidéo, c'est impressionnant, ces souris qui n'arrêtent pas de tourner. On a vraiment des troubles du comportement. On a aussi, et là, ça n'a pas été étudié sur le bisphénol, c'est sur d'autres substances. Le leftalate notamment, on a aussi les mêmes effets. Alors, si quand même sur le bisphénol pour terminer, les maladies métaboliques. La croissance de l'obésité, du diabète, très clairement, on l'explique habituellement par l'alimentation, on l'explique par les sédentarités, ce qui sont des facteurs effectivement bien réels, mais il y a une dimension perturbateur endocrinien. Et donc on le retrouve effectivement maintenant dans les données humaines avec le bisphénol, des grandes études des cohortes NNS aux États-Unis
4 à 5 000 personnes montrent un lien entre imprégnation en bisphénol, entre la partie la plus imprégnée au bisphénol et la partie la moins imprégnée, un rapport de 1 à 2, 1 à 3, pour l'obésité, pour le diabète, pour l'hypertension, pour l'artériopathie, pour le syndrome métabolique. Donc là, on a vraiment un focus sur les maladies cardiovasculaires qui sont une cause croissante de maladies et de décès dans le monde. Donc on retrouve là toutes les grandes pathologies. On a pour les phtalates, autre grande famille de substances, on retrouve là aussi les mêmes effets à peu près, avec un focus plus important sur la reproduction. On parle de syndrome des phtalates, on arrive à reproduire chez l'animal, effectivement, la cryptorchidie, les malformations génitales, donc, mais aussi le micropénis notamment, et puis un phénomène qui est retrouvé à la fois chez le rat et chez l'humain, qui est la féminisation des garçons. Donc on a une étude qui a été publiée en 2005 qui montre, qui a regardé la relation entre la concentration de phtalates, concentration urinaire chez la mère, on avait les mesures au début de la grossesse, au milieu et à la naissance. Et on dit on a une relation uniquement entre la concentration en phtalates au début de la grossesse et la féminisation du garçon. La féminisation se mesure par ce qu'on appelle la distance anogénitale, qui est chez les mammifères, est plus faible chez les femelles que chez les mâles. Et donc, chez les jeunes garçons, plus la mère a été imprégnée par les phtalates, plus cette féminisation a lieu. Chez le rat, on mesure très clairement, on a une suppression du pic de testostérone. Voilà, c'est vraiment très spectaculaire lorsqu'on utilise du DEHP notamment. Et je regardais ça ce matin encore dans la classification. Europe 1 nous sollicitait pour une interview, faire une émission sur les cosmétiques bio. Donc je regardais où on était sur ce sujet-là. Eh bien, on trouve effectivement ces phtalates dans les cosmétiques. Hein, à un moment d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est le cas encore, à un moment d'ailleurs, quand Greenpeace avait fait des mesures dans les cosmétiques, le parfum le plus imprégné en DEHP, alors je posais toujours, quand je fais une conférence, je pose toujours la question, les gens me disent « Ah, Chanel numéro 5 », non, c'est pas ça, c'est Poison de Christian Dior. Ouais. Alors je complète en disant « Ne vous étonnez pas, c'était marqué sur l'étiquette ». C'est une aberration totale aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du DEHP, hein, mais ce que je sais, c'est que le DEP, qui est le frère jumeau du DEHP, le DEP est utilisé comme fixateur de parfum. Donc, c'est ce qui permet effectivement à la molécule qui donne le parfum de rester sur la peau. Donc on comprend bien que d'un point de vue marketing, c'est important de valoriser ça. Bon, le problème, c'est que le DEP ne reste pas, lui, sur la peau. Il reste en partie sur la peau, mais il pénètre la peau et il agit avec les autres phtalates pour donner ce type d'effet. Donc on a effectivement là une prise de conscience à avoir de ce que représente cette contamination par les phtalates. J'en ai un troisième exemple pour lequel on a des données qui touche pas seulement la maladie, dans la morbidité, on touche aussi au comportement. Le comportement de façon générale, mais même le comportement sexuel. On a une étude qui a été faite par l'équipe de Michael Skinner, qui est le premier à avoir publié sur les effets transgénérationnels, une étude faite avec la vinclozoline. La vinclozoline, c'est un pesticide qui a été très utilisé en viticulture. C'est interdit en France, ça reste encore utilisé dans le monde. Si vous donnez de la vinclozoline à des rates gestantes, alors le protocole expérimental est simple. Là, on intoxique les arrière-grand-mères et on regarde le comportement sexuel des arrière-petites-filles. Donc la cage est très simple. Au milieu, les femelles. Sur les côtés, les descendants de l'arrière-grand-mère qui a été intoxiquée. Et sur l'autre côté, les descendants de l'arrière-grand-mère qui n'a pas eu sa dose de vinclozoline. Les femelles font le choix des rats dont l'arrière-grand-mère n'a pas été intoxiquée. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de sentiment. Vraisemblablement, il doit y avoir une histoire de phéromones transformés. Enfin, voilà. En tout cas, c'est assez impressionnant. Et quand je fais une conférence, à ce moment-là, je dis « Messieurs, si vous êtes malheureux en amour, allez interroger votre arrière-grand-mère. » Voilà. Ça montre effectivement que l'enjeu des perturbateurs endocriniens, à partir d'une exposition pendant la gestation, et pendant aussi la petite enfance, et principalement pendant la gestation, a des conséquences sur la santé de l'enfant, de l'adulte, des générations futures, non seulement du point de vue des maladies, mais y compris du comportement.
Et Theo Colborn, qui est à l'origine des perturbateurs endocriniens, qui a eu cette initiative remarquable en 1991 de réunir 20 autres scientifiques, ils étaient 21 à Wingspread, pour faire la déclaration de Wingspread en disant qu'il se passe quelque chose dans l'environnement, des observations sur la santé humaine, des observations sur la santé de l'écosystème, quelque chose qu'il faut qualifier. Et ils ont décidé d'appeler ça une perturbation endocrinienne. Theo Colborn, que nous avions invité au colloque qu'on avait organisé en 2011, mais qui était déjà assez âgée, donc elle n'avait pas pu venir, mais nous avions envoyé une lettre que je conserve précieusement, où elle disait: pour moi, c'est peut-être plus important encore que le réchauffement climatique. Parce que c'est effectivement l'ensemble des pathologies qui sont impactées, l'ensemble du comportement humain qui est impacté par ces substances. Donc vous voyez effectivement l'ampleur du problème à partir d'une question effectivement de la reproduction. Donc il ne faut pas le voir uniquement sur l'aspect stricto sensu de la reproduction, mais des conséquences effectivement. Je termine. Je termine parce que, oui, quand je fais une conférence, je dis toujours que je vais faire une conférence positive. Alors là, c'était la partie un peu difficile à prendre en considération, parce que le constat, évidemment, il est lourd. Il est lourd. Mais ceci étant, nous avons la bonne nouvelle, c'est que nous avons compris une grande partie des causes des maladies qui font aujourd'hui l'essentiel de nos maladies. C'est-à-dire l'essentiel des maladies chroniques. Eh bien, à partir du moment où on a compris, on peut agir. Et je crois que ce midi, j'ai eu l'occasion effectivement de déjeuner avec Madame l'adjointe au développement durable, c'est ça? Non. Bon, voilà, je sais pas. À la mairie de Strasbourg. Je voulais saluer ici effectivement le vote qui a été celui du conseil municipal de Strasbourg, de prononcer, de signer la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, donc à l'unanimité. Donc c'est important d'avoir cette unanimité. Cette charte que nous proposons effectivement aux collectivités locales de signer, autour de 5 points, qui est un engagement sur une démarche, et de mobiliser la société civile à partir de cet engagement. Et je crois que c'est important, on l'a montré sur l'interdiction du bisphénol. À partir du moment où la société s'empare d'une question comme celle-là, le niveau politique bouge. Et donc, il ne faut pas être pessimiste de ce point de vue-là, même s'il y a beaucoup de résistance, et on comprend pourquoi. À partir du moment où la société, effectivement, comprend les enjeux, elle peut se mobiliser, et nous avons effectivement eu aussi un vote unanime du Conseil de Paris. D'autres villes sont en train de rejoindre le mouvement, des villes d'importance moyenne, je pense à Abbeville ou Saint-Dié, où je vais aller prochainement. Donc voilà, ce mouvement est en train de se développer, et donc on a la capacité aujourd'hui de faire reculer, et donc d'avoir des gains de santé considérables si on change notre logiciel du point de vue de la santé. Et j'en terminerai rapidement sur cet aspect parce que c'est l'enjeu. Nous sommes en situation de crise sanitaire, les perturbateurs endocriniens sont un élément. On a un système de santé qui s'est construit un peu hors sol. On a oublié que l'espèce humaine faisait partie de l'environnement. Donc il faut comprendre effectivement que notre santé dépend de notre environnement, que c'est important de se préoccuper de la santé des gens quand ils sont malades. Personne ne va remettre ça en cause. Il faut effectivement se soigner et le soigner le mieux possible. L'enjeu, c'est aujourd'hui de prendre en considération le fait que les maladies ont des causes et que l'enjeu, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse agir sur ces facteurs de risque, faire en sorte que nos enfants, la génération future, aient le meilleur état de santé, que cet héritage toxique que nous leur transmettons qu'on se mette fin à cet héritage toxique et qu'on leur transmette plutôt un héritage de santé. Voilà le message que je voulais donner. Merci beaucoup, André Cicolella. De toute façon, on aura encore beaucoup besoin de vous dans la discussion. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à Jacques Reiss qui va nous parler du cerveau. En quoi le cerveau est-il impacté et pourquoi c'est grave? Je voulais d'abord remercier les organisateurs et notamment Nicolas Sananès, Gabriel André et le professeur Nizan pour cette invitation. Et je pense que vous êtes tous un peu surpris de voir arriver un neurologue dans un débat de cette nature. Alors, 2 petits mots simplement pour dire à quoi sert le neurologue dans cette situation. Vous savez, et ceci fait le lien avec l'exposé qui a été fait de manière précédente, toute la dimension religieuse, culturelle, ce qui fait notre identité est lié à notre cerveau. Donc les relations que nous établissons avec notre environnement et avec nos alter ego, c'est-à-dire les autres humains, le monde du vivant, passent
par un seul organe qui est le cerveau. C'est le cerveau qui nous met en contact avec l'extérieur et ce cerveau tient aussi compte de ce qui se passe dans notre corps. Donc imaginez un ordinateur avec des capteurs qui permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur et des capteurs qui permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça la situation du cerveau. Un autre élément très important pour comprendre la relation qu'il y a, je dirais la grande affinité qu'il y a entre nos amis gynécologues et pédiatres et les neurologues de manière générale, c'est un petit peu la notion des organes ou des fonctions critiques, si on veut. Le cerveau se constitue peu à peu et de manière très très programmée au niveau de l'embryon. Ensuite, quand on grandit, notre cerveau est impacté par son environnement pendant toute sa vie, bien sûr, mais à des moments critiques, ce qu'on appelle des fenêtres critiques. Et donc ces fenêtres critiques, si elles ne sont pas respectées, et si ce qui se passe notamment avec des expositions chimiques qui ne sont pas forcément les bienvenues, peuvent être irréversibles. Donc il y a des modifications irréversibles qui se passent. C'est la même chose pour le fœtus. Sauf que le fœtus s'organise en 9 mois, en dehors de son cerveau, qui continue à grandir, et d'autres organes qui mettent un petit peu de temps pour se maturer. Donc là, encore une fois, vous voyez qu'il y a une dimension qui est très très importante, qui est celle du temps. Nous sommes des organismes qui dépendent du temps. Quand on agit en fonction, à un moment précis, dans un déroulement, à la fois sur le fœtus comme sur le cerveau, nous pouvons espérer, enfin non, nous pouvons avoir des répercussions irréversible et final. Voilà, il n'y a plus rien à faire après. Voilà, donc ça c'est pour quelques mots pour dire pourquoi le cerveau, mais tu l'as déjà fort bien dit, puisque le cerveau a également cette dimension qui est cette dimension d'être affecté par tous les toxiques dont on vient de parler à l'instant. Le cerveau, c'est en fait cet organe qui agite un petit peu, qui permet de tout faire. Alors, est-ce qu'on va se limiter à ce propos pour dire que ce cerveau est quelque chose qui nous est en fait essentiel, bien sûr. Si nous sommes aujourd'hui présents devant vous, vous parler de tous ces enjeux, c'est parce qu'il y a une dimension que nous avons réussi à maîtriser quelque part. Et je pense que ce serait peut-être important parce que vous êtes certainement posé la question, mais pourquoi cette communauté scientifique a-t-elle mis tellement de temps pour réaliser que nous étions exposés à des substances qui nous sont finalement nocives, même si elles étaient parties d'un bon sentiment, hein, je veux dire, les médicaments qui ont été donnés à des femmes enceintes, c'était parce qu'on pensait bien faire. Il y a d'autres médicaments qu'on utilise toujours ou qui nous sont indispensables et qui ont des effets que nous découvrons. Et en fait, là, encore une fois, je parle du monde du vivant parce que c'est quelque chose d'important. Il faut écouter tous les gens qui ont affaire à des êtres vivants parce qu'il y a une unicité de tous ces vivants. Et ça, c'est une chose capitale à comprendre. Alors, quand on parle des perturbateurs endocriniens, vous dites, enfin, ces médecins, ils auraient pu s'en apercevoir un peu plus tôt. Enfin, franchement, maintenant, ils viennent tous nous raconter ça. Et alors, quand on regarde ça de plus près, on voit que là, encore une fois, il y a un facteur très, très important qui est celui du temps. Je vous rappellerai simplement quelques données. D'abord, il y a eu de grandes catastrophes en début du 19e siècle, des catastrophes chimiques qui ont persisté ensuite. Il y a eu Seveso, il y a eu des choses comme ça. Et vous vous rendez compte, en fait, que ces catastrophes ont produit des effets en termes de décisions politiques. Alors, quand on regarde de manière plus précise ce qui concernait les produits utilisés dans l'agriculture, notamment, il y a eu un grand moment aux États-Unis qui s'est traduit dans les pays européens, qui a été un livre qui est tout à fait extraordinaire, qui a été écrit par une biologiste américaine qui s'appelle Rachel Carlson. C'était dans les années 60. Elle écrit un livre parce qu'elle constatait qu'il n'y avait plus ce fameux bruit qui survenait, qui montrait qu'il y avait le printemps qui renaissait. C'était un ouvrage qui s'appelle Le printemps silencieux. Le printemps silencieux, c'était tout simplement le début de la prise de conscience par les biologistes que l'utilisation des produits chimiques avait des répercussions. Une deuxième date est quelque chose qui est important, c'est en dehors de Rio et tout ça, c'est dans les années 90. L'OMS se réunit à Francfort pour la première fois parler de santé environnementale. C'était quelque chose d'assez nouveau de parler de cette notion qui est donc apparue relativement il y a peu de temps. Et comme André Succhiodalla le rappelait,
la prise de conscience des effets de certains produits chimiques qui étaient susceptibles d'avoir un comportement qui était le même que celui des hormones, les hormones qui sont produites par un certain nombre de glandes, qui me paraît tout de même souhaitable de vous rappeler, qui sont les hormones de la glande thyroïde, les hormones des ovaires, les hormones du testicule, pour parler des principales, avec des deux groupes qui s'appellent les hormones thyroïdiennes et les hormones stéroïdes, et qui ont dont nous parlons en ce moment au niveau de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire toute substance capable de modifier la fabrication, le comportement, la destruction de ces hormones ou leur effet, principalement leur effet. Et donc toutes ces substances qui sont ces perturbateurs endocriniens, cette prise de conscience est en fait relativement récente. Ça fait même pas 30 ans qu'on parle de perturbateurs endocriniens. Alors le temps que ça mette, que ce concept de biologie mette pour arriver dans le monde de la médecine notamment, vous voyez le temps qui a pu s'écouler? C'est toujours par ordre de grandeur d'une vingtaine, d'une trentaine d'années que toutes les initiatives qui existent dans le monde scientifique, la découverte de la biologie, ça met du temps pour permettre à la communauté médico-scientifique de prendre conscience de ça. Et donc, c'est ce qui explique que les premières publications concernant les perturbateurs endocriniens et leur effet chez l'homme sont apparues à la suite de l'utilisation, comme tu le soulignais, fort justement du dilstilbène. Les femmes étaient enceintes, les enfants, on a commencé à avoir à se rendre compte qu'il y avait un problème 10 ans après, enfin, ou pas, ou ça mettait du temps. Alors quand on parle des effets sur le cerveau, on se rend compte maintenant à la 3e génération. La 3e génération, vous voyez, ça met du temps. Et ce temps est un facteur très important. Donc quand nous sommes exposés à des produits chimiques, l'humain, nous allons prendre beaucoup de temps pour le réaliser. Et c'est pour ça que la place des toxicologues est tellement importante. Parce qu'ils peuvent aller vite. Ils ont des modèles. C'est-à-dire, ils vont travailler chez l'animal. Le rat, c'est 2 ans et demi pour se reproduire. Donc, quand vous êtes à la 3e génération, ça nous fait 10 ans d'expérimentation, entre guillemets, dans un laboratoire. Ça permet d'aller vite, ça permet de se poser des questions. Et je pense que ceci est un élément très très important dont il faut que vous ayez conscience. Le temps est un élément important en biologie. Le temps est un élément dont il faut prendre conscience tranquillement et voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que finalement, ces perturbateurs endocriniens, on commence à en parler maintenant. Et on commence aussi à comprendre un petit peu le puzzle qui est lié à l'utilisation de ces perturbateurs endocriniens. Vous avez compris qu'il y avait un effet sur le cerveau. Ce n'est pas le seul, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à mettre en évidence. Il y a un effet qui était évident, c'est celui sur la fertilité. Ça, on en parle aujourd'hui. Mais André Ciculella notait diabète, endométriose, et là, je voulais vous passer un puzzle. J'ai hésité, finalement, je me suis dit, prenez un puzzle, et vous mettez sur chaque pièce du puzzle, vous mettez un mot différent. Vous mettez cancer du sein, vous mettez cancer du testicule, vous mettez problème de prostate, vous mettez endométriose, vous mettez un diabète, et voilà. C'est ça l'image des perturbateurs endocriniens. Ils agissent sur tous les organes qui reçoivent des informations via les hormones. Et figurez-vous que le cerveau, et vous en doutiez, est un des organes majeurs qui reçoit les informations des glandes endocrines. Le cerveau se constitue à partir des informations des hormones. Par exemple, vous voyez un œuf et vous dites, mon Dieu, ça finit par donner un cerveau. Alors je suis allé vérifier un petit peu, j'ai regardé ce matin dans Wikipédia, dans les 4 premiers mois de la vie intra-utérine d'un fœtus, il y a 6,8 neurones qui se forment par seconde pour aboutir à ce cerveau final que nous avons qui contient, le neurone, c'est la cellule nerveuse par excellence qui contient entre 86 et 100 milliards de neurones. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour compter, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas été vérifié ceci, ça aurait été peut-être intéressant pour avoir cet ordre de grandeur. Mais imaginez que parmi tous ces neurones, il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas correctement. Ils ne vont pas être correctement connectés, ils ne vont pas se retrouver à la bonne place. Alors sachez qu'il y a des hormones un peu particulières qui s'appellent les hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes interviennent de manière très précoce pour dire à la cellule qui se divise, parce que les 8 cellules qui se forment, il faut bien qu'elles aillent à un endroit précis, hein, parce que ça, c'est programmé génétiquement.
Donc, il faut qu'on les guide. Et c'est ces hormones thyroïdiennes qui leur permettent de dire, bah, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, toi, tu vas devenir une cellule qui va être une cellule corticale qui s'occupera de la motricité, toi, tu vas faire ça, etc. Vous imaginez, ça, c'est un processus dit de différenciation cellulaire. C'est ce processus qui est impacté par certains produits chimiques. Et c'est ce qui fait la difficulté. Donc on peut imaginer qu'on va trouver de plus en plus de substances qui ont un impact sur le cerveau. En dehors des perturbateurs endocriniens, et là, je pointe sur un certain nombre de substances qui vont poser des problèmes tout aussi énormes, qui sont les nanoparticules. On n'en sait pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est un message de désespoir? Est-ce que c'est un message d'optimisme? Je dirais que pour les scientifiques, c'est tout à fait extraordinaire, puisque ça va nous permettre d'avoir une vue sur le fonctionnement du cerveau. En termes d'humain, je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Merci Jacques. Madame Lepage, nous vous attendons sur le politique, que font-ils et que peuvent-ils faire, et sur les lobbies qui vont souvent contre leur volonté. Et nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci beaucoup Monsieur André. Merci au professeur Nizan de m'avoir invité. Je suis très heureuse de me retrouver ici aujourd'hui avec André Cicolella, que je croise assez souvent, pour dire la vérité, et avec Jacques Reiss. Je voudrais d'abord dire, vous citiez, André citait la ville de Strasbourg, et il y a des politiques qui font des choses. Mais ce n'est pas encore la majorité. C'est comme ça qu'on peut dire les choses. Alors, avec des différenciations au niveau local, où effectivement il y a une plus grande proximité avec la société, et donc des choses peuvent se faire plus facilement. Au niveau national et au niveau communautaire, ça reste très difficile. Alors je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Vous avez parlé, Jacques Reiss, du temps. Moi, je vais vous parler de la bagarre pour le savoir. Oui, j'entends bien qu'il faut du temps pour savoir. Mais enfin, on est censé n'être pas des cobayes. Je dis on est censé n'être pas des cobayes. Nous avons des règles au niveau communautaire, au niveau national, qui sont censées faire en sorte que nous ne soyons pas des cobayes. Ça s'appelle le principe de précaution, ça s'appelle les études d'impact, ça s'appelle pour les médicaments, les autorisations de mise sur le marché. Et donc, ceux qui vont mettre un produit sur le marché, à destination des consommateurs, sont censés avoir fait les études qui permettent de le faire en toute sécurité. Ça, c'est le droit, c'est comme ça que ça devrait être. Je n'ai pas dit que c'était comme ça que c'était, mais c'est comme ça que ça devrait être. Or, le problème auquel nous nous heurtons, et c'est bien pour ça que je parle de question de savoir, c'est que l'histoire nous montre que nous sommes bien souvent en face de rétention gravissime d'informations. Alors, rétention gravissime d'informations, c'est-à-dire que ceux qui mettent sur le marché les produits, ils les font les études. Ils les font, ils suivent. Sauf que les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas nécessairement, et quand je dis pas nécessairement, c'est un joyeux euphémisme, mis sur la place publique. Et quand vous regardez toute l'histoire du XXe siècle, sur le côté santé-environnement, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est toujours la même histoire qui se répète. Toujours, toujours, toujours. Alors, je prendrai la grand-mère des histoires, ou l'arrière-grand-mère, puisque je parlais de généalogie. Je parlais de l'amiante. Parce que ça commençait avec l'amiante, en fait. Non pas les perturbateurs endocriniens, mais cette manière de faire. L'amiante, la première fois qu'on parle d'effet toxique de l'amiante, tenez-vous bien, c'est en 1896. 1896. Je rappelle que nous l'avons interdit, nous, en 1996. Un siècle. Donc, 1896, c'est des inspectrices du travail en Grande-Bretagne qui se rendent compte que les gens qui travaillent sur l'amiante développent
des pathologies particulières. Et en 1899, au tournant du siècle, 1900-1901, il y a une très grosse étude du ministère de la Santé britannique qui dit qu'il y a un gros problème et il risque d'y avoir un problème de santé publique majeur. Circuler, il n'y a rien à voir. Entre 1900 et la Première Guerre mondiale, le sujet est totalement étouffé. Entre 1919 et 1939, il commence à y avoir des études et des scientifiques qui tirent les sonnettes d'alarme, de plus en plus. Vous allez me dire, à l'époque, le principe de précaution n'était pas inscrit dans la Constitution, certes. Enfin, il y avait des gens qui avaient déjà de la conscience et de l'éthique. Et qu'est-ce qui se passe? Les industriels de l'amiante disent, mais pas du tout, ça n'a aucun effet, vous racontez n'importe quoi. Et donc, il y a, et ça continue aujourd'hui, André peut en témoigner, des tentatives souvent très réussies de déstabilisation des scientifiques qui mettent le doigt là où ça fait mal, qui sont donc décrédibilisés. Puis il y en a d'autres qui prennent la relève, puis quand il commence vraiment à y en avoir beaucoup, à ce moment-là, l'industriel passe à l'étape numéro 2. Oui, peut-être, mais c'est pas prouvé. Oui, peut-être il y a quelque chose, mais c'est pas prouvé. Donc, en fait, on inverse le principe de précaution. Il est en faveur de l'industriel, en défaveur de la société. Et il faut attendre pour l'amiante 1939 pour qu'il y ait la première réglementation aux États-Unis sur les asbestos. Je soulignerai simplement qu'il y a une catégorie professionnelle qui est à suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est les assureurs. Parce que les assureurs, ils font très attention. Eh bien, tenez-vous bien, les assureurs refusent d'assurer ce risque en 1919. 1919. Et puis ensuite, après la guerre, les pays, les uns après les autres, vont développer des réglementations plus ou moins efficaces sur l'amiante. Nous, il faudra attendre 1996. Je rappellerai simplement que le Conseil d'État a jugé que l'État avait commis une faute lourde, une faute lourde, ça veut dire une faute grave, à partir de 1977, parce qu'il avait en main tous les éléments pour connaître la gravité de l'utilisation de l'amiante. Donc on a mis encore 20 ans à partir du moment où pourtant c'était parfaitement établi. Ce que je viens de raconter pour l'amiante, vous pouvez le transposer au tabac, où là on a eu des dissimulations totalement volontaires des conséquences du tabagisme passif. Ça date des années 55, les études du tabac sur ce sujet, c'est évidemment pas rendu public. Sur l'accoutumance des enfants, ça date des années 60. Et donc, on trouve des scientifiques qui sont payés par l'industrie pour venir dire qu'il n'y a aucun problème, puis ensuite pour venir dire que ce n'est pas prouvé et qu'il y a d'autres facteurs explicatifs. Et donc, il faut arriver à une évidence qui est difficile en matière scientifique pour arriver à quelque chose. Et vous parliez, Jacques Reiss, des nanotechnologies, des nanoparticules. Là, on est, je dirais, dans quelque chose qui est infiniment grave parce qu'il y a un refus complet du pouvoir politique de prendre le sujet. Et je me souviens, il y a 4-5 ans, au Parlement européen, où j'avais interrogé un représentant de la Commission sur le sujet des nanoparticules dans l'alimentation, parce qu'il y en a partout, y compris dans l'alimentation naturellement. Et il avait eu le culot de me répondre qu'il n'y en avait pas. Sauf que comme il n'y a aucun inventaire des produits contenant des nanoparticules, alors là, nous sommes des cobayes totaux. Parce que le jour où on finira par avoir des études vraiment poussées, alors on sait sur les nanotubes de carbone, mais sur le reste, c'est encore très embryonnaire, parce qu'il n'y a pas d'argent public mis là-dessus. Le jour où on saura vraiment que ça pose des problèmes majeurs, on ne saura même pas ce qu'on a ingurgité, dans quoi, dans quel type de produit, on ne saura rien du tout. Voilà. Donc,
la bagarre, elle est sur le savoir. Alors maintenant, comment on débouche de ça sur le politique? Le politique, il va vous dire, d'abord, premièrement, l'immense majorité des politiques n'y connaissent rien à ces sujets-là. Mais rien du tout. Rien. Parce que c'est des sujets qui sont compliqués, pour lesquels il faut investir beaucoup de temps, il faut réfléchir, il faut entendre des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, lire des études, etc. Généralement, ils n'ont pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent aux experts. Et là, on rentre dans quelque chose qui est très ennuyeux, c'est que ce système de déchargement du politique sur l'expert aboutit à ce que personne n'est jamais responsable de rien. Je m'explique. L'expert, il dit, écoutez, moi, vous me demandez un avis, je donne un avis. Et je m'arrête là. Je décide de rien. C'est vous qui décidez. Moi, je ne décide pas. Je donne un avis. Le politique, il dit, écoutez, moi, j'y connais rien. Donc oui, j'ai décidé, mais j'ai fait ce que l'expert m'a dit de faire. Donc je ne suis pas responsable si l'expert s'est gouré. Et donc, personne n'est jamais responsable de rien. Or, le seul sujet qui peut mettre un peu de plomb dans la cervelle des décideurs, c'est leur responsabilité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est la responsabilité. Or, on est dans un système de déresponsabilisation par cette organisation extrêmement fluide, entre guillemets, où on ne sépare plus l'évaluation du risque de la gestion du risque, qui sont pourtant deux choses bien différentes, et où, effectivement, eh bien, il y a une espèce de halo autour de ces décisions. Alors, c'est d'autant plus grave et André y a fait une rapide allusion, nos organes d'expertise laissent quand même un peu à désirer. Avant que nous, la société civile, nous nous réveillions, les industriels, pendant 30 ans, 40 ans, ils ont eu le temps de travailler. Et donc, ils ont fait adopter par les organes d'expertise publique des règles d'évaluation qui sont aujourd'hui, qui se révèlent aujourd'hui totalement catastrophiques. André en a parlé un peu tout à l'heure. Il est beaucoup plus calé que moi là-dessus, mais de ce que j'ai pu voir un peu de près, notamment j'ai regardé un peu de près la question des OGM, qui m'intéresse particulièrement. La manière dont, et ça a été la même chose pour le glyphosate et les pesticides, la manière dont ces organes d'expertise retiennent certaines études et en évacuent d'autres est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'en gros, on retient les études des industriels qui ne sont pas publiées, qui ne sont donc pas revues par des pairs, parce qu'elles suivent les bonnes pratiques de laboratoire, et on évacue les études universitaires, les études publiées dans des revues de pairs, parce qu'elles sont censées n'avoir pas respecté les bonnes pratiques de laboratoire. Ces bonnes pratiques de laboratoire ayant été établies par l'industrie, naturellement. Donc, il ne faut pas s'étonner que vous pouvez avoir 500 études sur un sujet, vous en allez avoir 100 qui disent que c'est bon, 400 qui disent que c'est mauvais, sauf que les 400 qui disent que c'est mauvais, personne n'en tient compte. Donc, on a ce problème-là qui s'ajoute bien entendu aux conflits d'intérêts qui sont prégnants au sein des agences, notamment de l'EFSA. J'ai passé 5 ans de ma vie ici à me bagarrer contre eux, donc je pourrais en parler en long, en large et en travers, parce que, par exemple, l'EFSA considère comme tout à fait normal que les administrateurs de ce qu'on appelle l'ILSI, ou les membres de ce qu'on appelle l'ILSI, qui est en fait un groupe d'études, mais ce n'est pas un groupe d'études, c'est en fait le lobby de l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'il y a toutes les grandes boîtes de l'agroalimentaire au sein de l'ILSI. Je trouve tout à fait normal que les membres de l'ILSI soient membres de l'EFSA. Ça ne pose aucun problème. Ben si, moi, ça me pose un problème. Je suis désolée, on ne peut pas être jugé parti. Donc, quand vous arrivez, tout ça pour expliquer que quand vous arrivez au stade de la décision, elle est biaisée dès le départ, puisqu'on se réfère uniquement à l'avis des experts et que ces experts donnent des avis sur lesquels on peut être quand même un peu dubitatif. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu qui concerne
pas un perturbateur endocrinien, moins qu'il le soit, c'est l'aspartame. Je ne sais pas si c'est un perturbateur endocrinien. Bon, ça n'en est pas un. L'aspartame, je vous raconte cette histoire parce moi, elle m'a tellement marquée, je l'ai trouvée tellement extravagante que je veux vous la raconter. Donc, l'aspartame devait être réévalué en 2020. Et en 2011 ou 2012, il y a une association qui m'écrit en me disant il y a des études qui ont été faites par des médecins danois et italiens, si je me souviens bien, qui montrent que l'aspartame crée un risque de fausse couche extrêmement important. Bon, donc j'organise un événement, on dit à Strasbourg ou à Bruxelles, où j'invite le réseau Santé Environnement, qui était là, et qui était sur ce sujet, la commission, l'EFSA, des organisations de consommateurs et l'industrie. Et puis bien entendu les deux professeurs qui avaient écrit ces études. Bon, ils font leur topo. Et puis je donne la parole à la commission et à l'EFSA qui disent « ça ne change pas notre avis sur les évaluations antérieures ». Et puis chaque fois qu'ils apportaient un élément précis, les autres répondaient de manière très large, très vague, ça ne change pas nos évaluations antérieures. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas, ou ils n'ont pas lu les études qui viennent d'être produites, ou ils ne se souviennent pas de ce qu'il y a dans les études antérieures, ils ne sont pas capables de faire la comparaison, mais il y a un souci. On ne peut pas répondre sans arrêt, ça ne change rien aux études antérieures sans dire pourquoi ni comment. Et puis, ils me passent une idée folle par la tête, et je leur dis, je vais vous poser une question totalement idiote, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez lu les études antérieures? Réponse non. Je dis, peut-être vous n'avez pas bien compris ma question, donc je vais la répéter. Avez-vous lu les études antérieures? Non, madame. Je dis, non, mais attendez, vous moquez du monde. Ça fait 1 heure que vous nous dites que les nouvelles études ne changent rien aux études antérieures et vous me dites que vous ne les avez pas lues. On ne les a pas, me répondent-ils. Je dis, comment vous ne les avez pas? Non, on ne les a pas. Je dis, je vous donne 15 jours pour me les produire. 15 jours plus tard, ils viennent me voir, si j'ose dire la queue entre les jambes, en disant, on est désolé, elles sont nulle part. On ne les a pas à l'EFSA, on ne les a pas à la commission, on ne les a nulle part. En fait, c'était des études qui avaient été faites aux États-Unis dans les années 70, que l'Europe avait pris pour mener contente, et qui n'avaient jamais été lues par personne, en réalité. Donc l'Europe a réévalué, du coup, dès 2012, l'aspartame, parce qu'ils étaient quand même pas très bien. L'histoire a continué, mais je n'ai pas le temps de vous la raconter, parce que ensuite, ils ont fait, comme d'habitude, du copier-coller de ce que leur avait dit l'industrie. Et donc, j'ai fait un deuxième événement, on les a confondus, en leur montrant les pages correspondantes, mais c'était des paquets entiers de copier-coller, comme pour le glyphosate, même chose. Et ils ont quand même réévalué et réautorisé l'aspartame. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Je voudrais terminer en vous disant qu'il y a des gens quand même qui se battent. Bon, il y a des politiques qui se battent. Il y a quelqu'un qui a une agence qui a essayé de se battre sur ce sujet. C'est l'Agence européenne de l'environnement. L'Agence européenne de l'environnement, elle a fait 2 rapports remarquables. L'un en 2000 et l'autre en 2012, qui s'appelle le principe de précaution, leçon tardive, c'est leçon tardive, signaux précoces, leçon tardive ou leçon tardive, signaux précoces. Le rapport de 2010 examinait une 12aine de cas à partir de l'amiante, où, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était toujours la même histoire, alors tributylétain, l'hormone de croissance, enfin tout y passait. Et il faisait des propositions pour qu'on arrête de faire ça, c'est-à-dire pour qu'on arrête que nous soyons tous des cobayes. Et en 2010, il devait faire le 2e rapport. Ce 2e rapport a été préparé, sauf que l'agence européenne n'arrivait pas à le sortir. Et la directrice de cette agence européenne, qui était une femme extrêmement courageuse, a fini par le sortir en 2012. C'est un rapport remarquable, et il n'est évidemment pas traduit en français. Vous l'avez sur le net en anglais, fait
1500 pages, quelque chose comme ça, plus les annexes. Il rajoute une dizaine de cas, dont les OGM, dont les ondes électromagnétiques, dont les perturbateurs endocriniens, enfin, il y a plein de sujets. Il montre qu'entre 2000 et 2010, on n'a strictement rien changé à notre manière de faire, qu'on s'est enfoncé dans le trou, tout en disant qu'il y a le principe de précaution et tout ce que vous voulez. Sauf que ça lui a coûté sa place, a été virée, c'est-à-dire elle n'a pas été reconduite. C'est Jacqueline Maglet dont je suis en train de parler. Et je doute fort qu'il y ait un troisième rapport en 2020, ça devrait être en 2020 normalement, hein, ça devrait arriver, sur le même sujet et qui soit fait avec la même qualité. Mais pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est des rapports totalement remarquables que je vous recommande vraiment de lire. Voilà, donc il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui font, et je pense que les choses changeront au fur et à mesure que la société civile sera au courant des sujets. Et donc, merci au professeur Nizan d'organiser des manifestations qui appellent autant de gens, parce que c'est autant de personnes qui comprennent un problème, qui peuvent en parler autour d'elles, et c'est comme ça que les choses pourront changer. C'est grâce à vous. Merci. Merci. Eh bien, on va lui donner la parole à la société civile pour qu'elle puisse vous questionner ou commenter brièvement les éléments fort intéressants que vous avez donnés. Bonjour, Éric Lemasson, visiteur à Strasbourg. Vous êtes ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Il arrive même que vous deveniez des héros de cinéma, Erin Brockovich. Je ne sais pas qui il faudrait pour jouer votre rôle un jour. Et bravo à vous. Et c'est vrai que on sent que ça progresse de plus en plus vite, des scientifiques qui se lèvent. Il y a eu ce médecin pneumologue à Brest, il y a eu là aussi un film, etc. Les politiques, vous l'avez bien expliqué, souvent ne prennent pas le relais. Mais est-ce que la communauté scientifique ne pourrait pas réformer justement ce système d'études, de validation pour déterminer une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'est une étude sérieuse, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts, avec ces revues à comité de lecture, on ne sait plus quelle est la bonne étude, quelle est l'étude payée par l'industrie, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, vous les scientifiques, à balayer devant votre propre porte, sans vous mettre en cause vous évidemment? Oui. On répond tout de suite. D'accord. Mais ça a commencé. Ça a commencé. Moi, quand j'étais amené à contester effectivement l'expertise sur le bisphénol, je reprenais la littérature et les synthèses de la littérature. Notamment des synthèses faites aux États-Unis. Il y a une société qui joue un rôle extrêmement important, qui s'appelle l'Endocrine Society, la société des endocrinologues, mais qui est une société mondiale en fait, qui a fait un rapport notamment en 2009, qui est une synthèse très compliquée à lire. C'est accessible sur Internet, mais enfin compliqué quand même à lire, donc il faut du temps pour transcrire et rendre compréhensible effectivement ces éléments. Donc c'est ce travail, ça c'est le travail des scientifiques. Après, il faut effectivement un travail de passer effectivement ce message en termes compréhensibles. Et c'est pour ça qu'on a créé le réseau environnement santé, pour faire ce travail, rendre compréhensibles les données scientifiques. Sur la question des perturbateurs endocriniens, il y a une pétition qui a été signée à un moment, vous savez que ce n'était pas totalement fini, le débat au niveau européen. Une centaine de scientifiques s'est prononcé en disant les perturbateurs endocriniens ne sont pas des substances comme les autres, puisque c'est la position que défendait la Commission européenne. Donc là, ça a commencé à bouger, mais je dirais qu'il y a un changement générationnel qui est en train de se faire. Ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la formation des scientifiques. La formation des scientifiques dans l'ancienne génération, c'était la croyance en la science, et j'emploie le mot croyance. C'était effectivement l'idée que la science ne peut pas être contestée, c'est le progrès scientifique et le progrès de la société, ça va de pair. On s'est aperçu quand même depuis quelques décennies que c'est pas tout à fait vrai, que la science peut produire la technoscience.
donc les applications de la science. Alors la biologie, bon, tout le monde a ses exemples, les idées, ces exemples tout à fait, voilà, quand on parle du clonage, voilà, on peut faire. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va le faire? Voilà. Ben, c'est vrai aussi pour la chimie, c'est vrai pour toutes les sciences. Donc la prise de conscience se fait. Un ouvrage qui me semble, qui est pour moi de référence sur le sujet, c'est l'ouvrage d'Ulrich Beck sur la société du risque. Donc il faut effectivement que les scientifiques intègrent cette vision-là dans leur action. Les scientifiques qui ont inventé le polycarbonate, tout contents d'avoir fait cette matière plastique, s'ils avaient eu cette formation, je pense qu'ils ne l'avaient pas en fait, de regarder effectivement qu'est-ce qu'on savait sur la toxicologie de ce bisphénol, vraisemblablement, ils n'auraient pas fait ce polycarbonate à partir du bisphénol. Voilà. Donc le problème aurait été réglé au départ. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que nous plaidons pour qu'on ait effectivement, dans cette révolution de la santé que j'appelle, de mes voeux, c'est qu'il y ait effectivement une loi des États généraux de la santé environnementale pour débattre de tout ça, et une loi cadre qui donne les outils pour agir. Actuellement, donc la formation n'intègre pas cette dimension. C'est vrai pour les médecins, et c'est pas là aussi un reproche. Alors, il y a une demande, on sent très bien une appétence pour ces questions-là, mais pour l'instant, ça rentre pas dans la formation initiale. Et donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, mais c'est aussi la formation du citoyen. Le citoyen, quand il a des choix à faire, il faut qu'il comprenne effectivement qu'il peut agir, construire sa santé, construire la santé de ses enfants et même de ses descendants. Ça fait partie effectivement de l'enjeu. Donc, c'est l'école. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on dit, il y a les 3 missions de l'école primaire, lire, écrire, compter. Mais il y a une 4e mission qui devrait s'imposer, construire sa santé. C'est aussi important de savoir lire, écrire, compter que de construire sa propre santé. Et c'est évident quand on regarde comment les générations précédentes ont réussi à vaincre les grandes maladies infectieuses. À la fin du 19e siècle, au 19e siècle, on mourait de choléra. On a réussi à combattre effectivement avec notamment, alors il y a eu des progrès scientifiques, Pasteur, etc., mais il y a eu aussi des gens qui ont transformé l'environnement. Et puis, il y a eu l'éducation populaire qui a instruit les gens en disant, voilà, il faut aérer, il faut voir tous les préceptes. Donc, on est dans cette grande révolution de la santé, et les scientifiques vont prendre leur part de responsabilité, ne pas croire que toute critique ne pas prendre pourtant pour une critique de la science le fait de mettre en évidence les effets négatifs de la technoscience. Voilà, ça c'est l'enjeu. Je voulais apporter une toute petite précision. Les étudiants en médecine à Strasbourg, en 2e et 3e année, ont eu le choix de choisir un module de santé et environnement qu'ils ont tout de même choisi en nombre pendant près de 5 ans. Et donc, ils ont été, pour la première fois, je crois, dans une faculté de médecine en France, un petit peu informés des enjeux qu'il y avait dans le domaine de la santé environnementale. Cet enseignement devrait reprendre dans l'année prochaine. Marie-Madeleine Brault. En 2016, le terme d'exposome a été inscrit dans la loi santé. Monsieur Sicolella, pouvez-vous nous expliquer le sens de ce mot et l'objectif? Puis, Madame Lepage, puisque c'est inscrit dans la loi, est-ce qu'une femme en intention de procréer ou en début de grossesse peut-elle exiger auprès de son gynécologue que cet examen lui soit donné, je ne sais pas quel mot utiliser. Merci. Oui, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on agit. Alors, on a réussi à faire passer dans la loi, ça a été en travaillant avec Gérard Bapt, qui avait proposé cet amendement à la loi. Article numéro 1 de la loi santé, la politique de prévention de la France est construite sur la notion d'exposome. Voilà, formidable. Oui, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu trop de communication et d'explication au grand public sur ce qu'est l'exposome. Alors, l'exposome, le mot a été inventé en 2005. C'est un mot récent. Par le directeur du cirque, Christopher Wilde. C'est un peu en référence au génome. C'est l'exposition d'un individu ou d'une population de la conception jusqu'à la mort. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut connaître les expositions à l'ensemble des facteurs environnementaux, et pas uniquement les facteurs chimiques, parce que ça me permet effectivement de dire il y a d'autres facteurs qui vont influencer. Il y a un concept encore plus large d'ailleurs que perturbateur endocrinien, qui n'est pas encore mis dans le domaine public, mais on va essayer de faire en sorte qu'il le soit, c'est ce qu'on appelle la DOAD.
l'origine développementale de la santé et des maladies. C'est à la fois le stress chimique, le stress nutritionnel et même le stress psychoaffectif, tout ça interagit. On sait précisément quel est le mécanisme. C'est l'expression des gènes qui est perturbée, qui intègre ce message qui peut être transmis d'ailleurs de génération en génération. Donc c'est la connaissance effectivement de cette exposition, donc l'exposome, et des conséquences sur l'expression des gènes. Alors il y a un enjeu scientifique considérable. Quand on nous parle de l'e-médecine, on nous fait des grands chapitres sur le fait qu'on va avoir la médecine prédictive, on va décrypter le génome, et comme ça on saura quelles vont être les maladies. Ça repose sur un fondement scientifique extrêmement limité. Les maladies ne viennent pas, directement en tout cas, de maladies génétiques. Ça, c'est une petite partie. Le cancer du sein, c'est 5 à 10%. Tout le reste vient de l'environnement. Alors, il faut comprendre l'interaction de tous ces environnements. Donc, il y a un enjeu scientifique considérable. La recherche, pour l'instant, dans ce domaine est très faible, trop faible. Et décrypter l'exposome, connaître l'exposome. Alors, au niveau de l'individu, évidemment, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez, il faut comprendre l'exposition de la conception jusqu'à la mort, quasiment au jour près. Donc pour l'instant, on est incapable. Ceci étant, on est dans une période qui est propice à ça. On parle des big data. Moi, je veux bien que les algorithmes servent à nous faire acheter les smartphones et autre chose, mais ça peut servir aussi à des effets un peu plus importants et utiles pour nous-mêmes et les générations futures. C'est ça l'enjeu aussi à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on commence à avoir des éléments à partir du biomonitoring. Je pense que il faut partir effectivement de ces éléments-là, connaître les principaux polluants, parce qu'on les connaît. Chacun devrait connaître son taux de bisphénol, par exemple, son taux de phtalate. Ne serait-ce que on a évoqué la fécondation in vitro dans la table ronde précédente. On a plusieurs études, qui montrent que le taux de succès est lié au taux de contamination de la femme par le bisphénol. Donc si on diminue d'un facteur 4 le taux de contamination, le taux de succès augmente d'un facteur 2. C'est pas rien quand même, non? Qu'est-ce qu'on fait pour, effectivement, comme examen préalable, pour savoir le taux et avoir un protocole pour diminuer l'exposition? Alors ça, c'est un enjeu très immédiat. On est une petite partie de l'exposome, mais quand même extrêmement intéressant déjà du point de vue des conséquences. Voilà. Je vais passer mon tour à Jacques Rys, parce que je pense qu'il vous répondra de manière beaucoup plus efficace que moi sur le sujet. Donc, comme le disait un petit peu André, l'exposome, c'est une vision globale des marqueurs qui pourraient refléter une exposition à un environnement donné. Alors, qu'est-ce que c'est ces marqueurs biologiques? Les marqueurs biologiques, c'est des choses qu'on va chercher dans le sang. On va regarder, par exemple, les protéines qu'il y a dans le sang, un certain nombre de substances. On va regarder les gènes. On va regarder comment les gènes ont été modifiés par notre environnement. Et ceci porte un nom que vous allez peut-être rencontrer assez fréquemment. C'est ce qu'on appelle l'épigénome. C'est la manière dont les gènes ont été impactés par l'environnement. Donc, ça donne toute une série de caractéristiques biologiques en rapport avec l'environnement. Alors ça, c'est une première chose. Ça, c'est ce concept qui a donc été mis au point par un cancérologue visait à poser la question suivante. Est-ce qu'on va pouvoir différencier des personnes qui ont donc des caractéristiques biologiques précises les unes des autres par rapport au risque qu'ils vont avoir une maladie précise, enfin un groupe de maladies précises qui s'appelle les cancers. Et donc on va pouvoir dire, voilà, cette personne qui a tel et tel gène et qui a eu tel et tel effet de l'environnement a telle et telle action. Alors c'est tout à fait dans le domaine de la recherche. On pourrait poser la même question de savoir, par exemple, pour les maladies qui touchent le système nerveux, est-ce que à un âge donné, telle et telle présence d'un certain nombre de marqueurs, des gènes particuliers, une manière particulière d'avoir des modifications de ces gènes, la présence de telle et telle protéine va faire que le risque de développer une maladie de Parkinson à l'âge de 45 ou 50 ans, ou habituellement au-delà, et va être plus important. Donc ça, c'est un groupe de choses qui va pouvoir être traité. Et ce que disait Chris Wilde, et c'est ça la réelle révolution, c'est que nous avons maintenant des moyens informatiques pour faire des traitements de bases de données très importantes. Et vous avez aussi entendu parler, quand on rentre dans le global data,
c'est-à-dire un nombre impressionnant de caractéristiques qui peuvent être traitées par voie informatique pour pouvoir faire voir des choses que nous n'aurions pas été capables de voir en faisant des analyses traditionnelles. C'est ça l'idée de l'exposome et l'idée du traitement informatique de ces données. Alors, est-ce que ça s'applique à une femme enceinte? Le problème, c'est que je ne vois pas très bien ce qu'on pourra en faire. Donc, en plus, aller ponctionner des caractéristiques biologiques pour ne pas avoir d'usage, ceci n'a aucun intérêt diagnostique pour le moment. Et en plus, on a déjà fait toute une série d'études qui existent, par exemple chez la femme enceinte, où il y a des cohortes qui sont créées, qui sont des cohortes que connaissent bien nos amis gynécologues et pédiatres, qui sont par exemple la cohorte ELF, qui s'intéresse aux enfants, à l'exposition qu'il y a eu ces enfants et qui suivent ces enfants. Alors je crois qu'il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont inclus dans ces études qui permettent de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a des performances scolaires différentes, est-ce qu'il y a des problèmes qui vont apparaître. Ça, c'est évidemment des choses qui sont faites dans un domaine de l'épidémiologie, de la surveillance des personnes de la communauté, mais pas d'un individu. Pour le moment, on n'a pas du tout les éléments qui permettent d'avoir un intérêt prédictif pour un individu donné. Oui, bonjour. Donc, je suis Virginie Rio. Je représente une association de personnes infertiles et stériles qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Et donc, pour nous, ce sujet-là est au cœur de notre projet associatif dès la création de l'association. Et en fait, notre difficulté, c'est comment informer et sensibiliser le grand public, parce qu'on est aussi adhérent au RES pour cette raison-là, pour essayer de fédérer un peu nos forces. Et le réseau a publié il y a plus d'1 an maintenant une pétition qui s'appelle « Aucun bébé ne doit naître prépollué ». Et cette pétition, aujourd'hui, elle a recueilli 8777 signatures. Donc, ce qui pour nous est assez compliqué. Et comment pouvons-nous sensibiliser les gens, les informer? De notre point de vue associatif, on a aussi donc une pétition qui existe pour informer sur le projet de l'association et donc sur la question de l'environnement et son impact sur la fertilité qui est elle-même fragile. Alors nous, on a un taux de signature encore plus bas parce que les gens en fait n'ont pas encore pris conscience qu'il y a une urgence. Et j'aurais aimé que M. Cicolella puisse parler du projet qu'on porte nous aussi, d'une grande loi en santé environnementale. Et nous, on défend ce projet-là en voulant y inclure la fertilité et donc l'infertilité, et que cette question-là devienne un vrai sujet de santé publique, mais pas en 2072, mais demain. Si je puis dire un petit mot, je pense qu'il y a des choses simples. Simplement, essayer de dire aux femmes et aux couples qui souhaitent un bébé de manger bio, c'est pas compliqué. Essayer de faire comprendre à une femme qui attend un bébé qu'elle doit manger bio. Et dans cette optique, j'ai été tout à fait intéressé par ce que André Cicolella veut mettre, c'est le chèque bio pour les femmes enceintes. Et je crois que c'est une idée qui peut faire boum. Un chèque bio, pourquoi? Donc ça va faire réfléchir celles qui veulent un bébé. Ça ne va pas coûter cher. Et j'espère que Strasbourg, après le chèque santé, va pouvoir nous gratifier d'un chèque bio, simplement pour que nos bébés soient moins pollués. Oui, je crois. Enfin, oui, les réponses, c'est important, effectivement, après le constat, de voir l'action. Et ça, ça fait partie des actions possibles. Et c'est important parce que les dernières données qui ont été publiées, effectivement, sur l'importance de la contamination par les pesticides, mais qui vient se surajouter à d'autres contaminations, montrent effectivement que cette contamination pendant la grossesse est déterminante. Et qu'on peut faire baisser cette contamination. Pas sur tous les polluants, malheureusement, mais sur un certain nombre. Je cite le bisphénol. Les dernières données de l'étude ELF, 70% des femmes enceintes ont du bisphénol dans les urines.
Alors c'est très bien, puisqu'il y a 5 ans, on était à 95%. Donc on a eu un gain, on est le pays où le taux est le plus faible actuellement. Ceci étant, il faudrait arriver à 0, et c'est possible, parce que c'est une substance qu'on élimine tous les jours. Tous les jours. L'organisme, de ce point de vue-là, est bien adapté, il sait s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'on lui en donne tous les jours. Et on ne sait pas très bien aujourd'hui d'où ça vient d'ailleurs. Même chose sur les phtalates. Les phtalates, on les élimine tous les jours. Là, par contre, le point de départ est plus élevé, on est à 99,6%, et on peut y arriver. Il y a une publication tout à fait intéressante qui a été faite par Shanna Swan, qui a beaucoup travaillé sur les phtalates. C'est elle qui a mis en évidence le lien avec la féminisation des jeunes garçons, et elle a fait une étude avec un groupe de femmes ménonites. Alors, des ménonites, fait partie des groupes religieux qui ont émigré effectivement aux États-Unis, mais qui ont gardé le mode de vie de leurs ancêtres. Donc ils vivent à peu près comme au XVIIe, voilà. Et donc ils n'utilisent pas très peu de perturbateurs endocriniens, effectivement. Sur ce groupe de femmes, il n'y avait pas de phtalate, sauf une qui a dû, à mon avis, ne pas être respectée complètement, mais voilà, ça fait partie de la vie. Donc c'est quand même une démonstration. Vous voyez, ça fait le lien avec le débat précédent. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'on arriverait à faire ce lien aussi directement, mais comment un comportement religieux, plus ample, apporte effectivement une lecture particulière, et donc là, une démonstration, très clairement, que c'est possible de vivre et d'avoir 0 phtalate dans l'organisme. Alors je ne dis pas que je ne vais pas en train de faire du prosélytisme pour le ménonisme, hein, pas de jugement de valeur sur le ménonisme, mais ça montre que très clairement que le mode de vie moderne que nous avons n'est pas irréversible. Voilà, on peut, et assez rapidement, obtenir, mais il faut effectivement une volonté politique pour le faire, et il faut une prise de conscience aussi. Une question pour le neurologue. On se pose la question sur l'augmentation du nombre de Parkinson et de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il existe un facteur environnemental ou toxique pour expliquer cette augmentation ? Exemple, puisque effectivement la maladie de Parkinson est impactée par l'environnement. Alors comment est-ce qu'on fait la démonstration qu'une maladie est impactée par l'environnement? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors on va en fait faire une démarche à contrario. On va regarder un petit peu le nombre de personnes qui ont une maladie de Parkinson qui est liée à des gènes précis identifiés. Et vous retrouvez à peu près à 10%, entre 10 et 5%, selon les études qui sont faites, de personnes qui ont une maladie de Parkinson comme un membre de leur famille. Ça, c'est une chose qui permet déjà d'avoir une bonne indication de tout ce qui est au moins lié à une influence de l'environnement. Après la deuxième étude que vous avez, qui est de nouveau une étude un peu particulière, qui s'appelle l'étude des jumeaux. Les jumeaux, vous savez qu'il y a 2 types de jumeaux. Il y a les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes. Voilà. Quand vous avez des jumeaux, quand vous avez un garçon et une fille, c'est bien sûr, c'est des dizygotes. Donc il y a 2 œufs. Et quand c'est des monozygotes, c'est tous les 2 des garçons ou tous les 2 des filles. Alors c'est une population particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que dans la vie de ces jumeaux, vous pouvez avoir des expositions différentes. Ils vont avoir un destin différent, ils vont faire leur service militaire autre part, ils vont tout de même être un petit peu différents quelque part, ils vont avoir des comportements un petit peu différents, ils vont peut-être manger différemment, ils vont être, etc. Donc on peut avoir un jumeau, et à ce moment-là, on regarde si on a un jumeau qui a une maladie de Parkinson, quelle est la probabilité pour que la personne qui s'appelle son co-jumeau ait la même maladie. Alors là rentre en élément aussi quelque chose de très important, qui est de savoir quelle est la définition qu'on va adopter. Alors si c'est une définition d'un neurologue, comme vous dites, c'est-à-dire quelqu'un qui examine, qui est un médecin qui va faire marcher quelqu'un, qui va lui faire des gestes, des choses comme ça, un tas de choses qui sont un peu amusantes pour un tiers, on va avoir un risque de maladie qui va être de plus de 50% lié à l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement va avoir un rôle majeur. Alors quand on va encore plus fin et quand on va regarder un petit peu ce qui se passe en utilisant des techniques très particulières qui s'appellent une scintigraphie cérébrale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marquer certaines cellules du cerveau pour regarder ce qui se passe, et là on va pouvoir constater qu'il y a parfois des modifications qui surviennent avant qu'apparaissent le retentissement
clinique, donc moteur principalement, de la maladie de Parkinson, là, on modifie les choses. Donc, la maladie de Parkinson est liée à plus de 50%, la probabilité d'avoir une maladie de Parkinson est de plus de 50% liée à l'environnement. Et j'en veux qu'un exemple, quelque chose de très précis. Vous savez que la législation française a évolué et que cette législation française est probablement la seule au monde à reconnaître en maladie professionnelle toutes les personnes qui ont travaillé dans le domaine agricole, qui sont donc du ressort de la caisse agricole et qui présentent une maladie de Parkinson. Ils n'ont plus besoin de faire la démonstration de leur origine environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes qui travaillent dans le monde de l'agriculture ont été exposées à probablement des doses appréciables de toute une série de produits chimiques que vous connaissez, qui s'appellent les phytosanitaires. Donc, il n'y a plus besoin de se poser beaucoup de questions. La maladie de Parkinson est largement impactée par l'environnement et largement liée à cet environnement. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation, de l'éducation des jeunes. Pendant que vous discutiez, j'ai pris 2 déodorants de mes jeunes. J'ai pas été capable de retrouver dans la liste, en allant sur Internet vite fait, s'il y avait des perturbateurs endocriniens dedans. Et je me pose la question aussi, surtout, comment je fais, moi, en tant que prof de bio, pour lutter contre les messages publicitaires qui vantent tous les produits cosmétiques. Je ne fais pas le poids. Enfin, quoique. Je suis bien bâtie, mais bon. Tu veux y aller? Non. Ouais, ça revient un peu, d'une certaine manière, à la question qui était posée par la dame, là, devant vous, madame, sur la question comment on fait pour sensibiliser sur les problèmes de stérilité. On vit dans une société de l'image. Et nos concitoyens sont, même si les jeunes regardent beaucoup moins la télévision, très sensibles à tout ce qui est l'image et la publicité. Et donc, en fait, les sujets dont nous parlons là, nous sommes dans une situation très déséquilibrée par rapport à un imaginaire qui est créé par la société de consommation dans laquelle nous vivons. Donc la vérité, c'est qu'il faudrait, de même qu'il n'y a plus de publicité sur les cigarettes et que sur les paquets de cigarettes neutres, il y a écrit « fumez-tu », ben, il faudrait que sur les perturbateurs endocriniens, quand on sera d'accord sur une définition, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, il y a en gros perturbateur endocrinien. Ce produit est un perturbateur endocrinien. À mon avis, ça calmerait beaucoup d'utilisateurs. Sauf qu'on n'y est pas encore, vous voyez. Et donc, les règles du jeu, les règles de la publicité, les règles de l'information sont très, très, très importantes. Mais on peut imaginer la bagarre qu'il y aura autour de ça. Regardez déjà quand vous avez de la pub pour les produits chocolatés, les sucreries, tout ça, ou l'alcool, il y a écrit à consommer avec modération, ou des choses, voilà. La bagarre que ça a été pour obtenir ça. Ce qui est léger quand même. Hein. Donc oui, on est quelque part à contre-courant d'un imaginaire autre. Voilà, mais il faudra y venir. Oui, oui non, là aussi, il y a une cosmétique bio qui existe. Hein. Donc il faut effectivement privilégier le geste d'achat, la cosmétique bio. Donc les cahiers des charges peuvent varier, donc, mais globalement, par exemple, les parabènes sont exclus. Ben, vous avez vu l'importance de se présenter effectivement un produit sans parabènes. Donc le choix est facile à faire. Donc l'idée qu'on va avoir une liste de tous les perturbateurs endocriniens, non, actuellement il y en a 1 millier d'identifiés, donc ça va être un peu compliqué de faire ses courses. Donc si on avait cette solution, il vaut mieux. Alors un label, l'idée est séduisante et en même temps, il vaut mieux, il faut mieux dire un produit sans perturbateur endocrinien. Si vous laissez, voilà, vous avez le choix entre vous empoisonner ou ne pas vous empoisonner. C'est quand même un peu, du point de vue de la puissance publique, c'est quand même un peu bizarre quand même, non? Alors, on dirait que pour le tabac, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Mais est-ce que pour la cosmétique, est-ce qu'on peut pas gérer le problème différemment?
ben, c'est possible de faire des cosmétiques. La cosmétique existe depuis des millénaires. On faisait des cosmétiques sans phtalates pendant des millénaires quand même. Et ça marchait quand même assez bien. On a quand même une longue expérience dans ce domaine. Donc pourquoi ne pas avoir comme objectif d'exclure, d'éliminer totalement? L'idée qu'on va tolérer, il n'y a pas d'addiction possible aux parabènes. Hein. Dans le tabac, on peut comprendre qu'il y a une addiction, mais là, les parabènes, sans parler... Je regardais ce matin d'ailleurs la liste des substances présentes dans les cosmétiques, il y en a 182. Voilà. Ben, on peut faire des cosmétiques sans ces 182, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc il faut il faut une pression effectivement de la société, mais là aussi une pression réglementaire à avoir. La question de la définition, on ne va pas l'aborder, mais elle est réglée. C'est pas, on sait depuis quel moment on a défini les perturbateurs endocriniens ce que c'est. Bon, il y a un travail technique effectivement, mais la liste de TEDx que je cite repose sur cette idée-là. Maintenant qu'il n'y a plus de BPA, il y a des substituts BPS et BPF. Ont-ils été évalués ? Et ne sont-ils pas aussi dangereux que le BPA qui a été supprimé? Oui, ils ont été évalués, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui prouve effectivement qu'il ne faut pas remplacer la peste par le choléra. Ça, c'est le grand principe. Ça pose le problème, effectivement. Et ça, moi, quand on a élaboré la stratégie nationale perturbateur endocrinien, que je n'ai pas évoquée, mais ça a été un acquis important parce qu'elle retient le principe qu'il faut diminuer l'exposition de la population. On fait sauter la notion de seuil. Ce qu'il faut bien comprendre du point de vue réglementaire, quand vous entendez des arguments du type « Ah oui, mais c'est bien, on est en dessous du seuil, donc pas de problème ». Ça ne veut rien dire. On va faire un colloque sur l'eau le 20 mars prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. On a actuellement une norme, ça permet effectivement de montrer cet enjeu. On a une norme sur les pesticides, 0,1 microgramme par litre dans l'eau. Moi, j'ai reçu ma facture d'eau, comme tout le monde, hein, c'est marqué. Ben non, vous êtes en dessous de 0,1 microgramme, donc on est content. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. C'est le seuil de détection analytique des années 60. Parce que dans les années 60, on ne savait pas trop bien mesurer. Donc dès qu'on avait un pic, on disait, oh là là, c'est un problème. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on sait mesurer des concentrations 10 000 fois plus faibles. On sait aussi qu'à 0,1 microgramme par litre, c'est déjà extrêmement dangereux. Vous mettez des grenouilles dans une eau à 0,1 microgramme par litre d'atrazine, vous faites 60% de malformation génitale. Est-ce que vous avez envie de consommer une eau à 0,1 microgramme par litre sachant ça? Évidemment non. Donc, mais tout le monde fait seulement d'y croire. Donc ça, on va faire ce colloque pour dire ces normes n'ont plus de sens. On a d'autres mesures possibles. On peut mesurer la qualité d'une eau à partir d'indicateurs biologiques, je ne rentre pas dans le détail. Mais ça, c'est ce travail qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut des solutions positives, à la fois pour éliminer... La question n'est pas d'accepter la présence des perturbateurs endocriniens, il faut les éliminer, les supprimer de notre environnement. Oui, André Buchmann, oui, bravo. André Buchmann, je suis président de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et membre du Conseil national de l'air qui a été mis en place par les pouvoirs publics après la loi de Corinne sur l'air il y a quelques années. Ce dont vous parlez, M. Cicolella, c'est l'exposition de longue durée à de faibles doses. Et c'est vraiment, c'est pas ça? Non, ce dont vous avez parlé, c'est le fait aussi qu'on peut être malade par une exposition de très longue durée à de très faibles doses. Je l'ai juste dit dans d'autres mots. Mais ce dont je voulais parler, c'est, je trouve que c'est important que vous disiez qu'il faut manger bio. C'est important que vous disiez qu'il faut travailler sur la qualité de l'eau. Mais si mon eau est polluée, je peux acheter de l'eau en bouteille. Il y a un autre problème qui est celui de l'air, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas l'aborder dans le détail, mais ça peut être par exemple une table ronde importante l'année prochaine. Quand l'air est pollué, je ne peux rien faire. Donc ce qui est important aussi dans tout ce qui est politique publique, dans tout ce qui est prise en compte des désirs et des propositions et la santé des habitants de ce pays, c'est d'avoir la volonté de faire en sorte que les choix de développement ne permettent une bonne qualité de l'air. De dire, comme ce qui se passe actuellement, que de faire une autoroute à 15 km de Strasbourg va faire baisser la pollution, c'est du mensonge. Donc il faut aussi arrêter de mentir comme ce qui se passe régulièrement. C'est un petit peu un témoignage et la volonté peut-être qu'on prenne ça en considération par la suite. Oui, bonsoir. André Cicolella me connaît certainement. Je le salue. J'étais peut-être un des premiers à parler de son éviction d'un grand colloque qui a eu lieu justement en Suède. Et
Donc, ça s'appelait Alternative Santé. Santé. Et je suis là comme écologiste, comme citoyen. Et j'ai fondé en 1974 une coopérative de distribution de produits bio qui avait jusqu'à 100 familles à l'époque, pendant quelques années. Et je suis très content que vous parliez bio. Et ce n'est pas cette autoroute de camions nord-sud, est-ouest qu'on va créer bientôt à Strasbourg qui va résoudre la solution. Où fera-t-on encore le bio demain? Je voudrais aussi dire qu'à l'époque, j'avais fait un article sur l'eau. Je suis content d'en avoir parlé, que tu en as parlé. Et le professeur de pharmacie qui était responsable des analyses de l'eau à Strasbourg m'avait dit la chose suivante: toutes les analyses que je fais sont égales, on va dire pas à zéro, mais presque. De toute façon, on ne connaît pas les interactions entre les différents produits dans l'eau. Et c'est impossible. Alors, je voudrais aussi, c'est le sens de ma question, est-ce qu'on a aussi conscience que les médicaments allopathiques, chimiques, que nous prenons à forte dose en France ne sont pas une pollution qu'on prend dans l'inconscience totale, et que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Comment ça, oui. Sur l'exemple, effectivement, de continuer sur l'eau, on a un rapport qui a été fait par le JRC, qui est le centre de recherche de la Commission européenne, là, qui a été publié il y a 3 ans, dont la conclusion est « Les normes sont obsolètes, il faut revoir la base sur laquelle elles sont fondées ». Voilà. Un travail remarquable qui a été fait par 30 laboratoires européens, dont celui où j'étais à l'INERIS, qui conclut qu'il faut remplacer l'approche substance par substance par une mesure d'effet biologique. Parce que, évidemment, c'est absurde d'avoir des normes substance par substance, parce que dans les faits, on est exposé à une myriade de substances. Donc c'est un grand changement réglementaire qu'il faut porter aujourd'hui, c'est un enjeu politique, mais il faut effectivement que les politiques s'en saisissent aussi, parce que la grille de lecture n'est plus adaptée. L'endométriose est une maladie actuelle, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est une nouvelle maladie ou c'est une maladie qui était peu diagnostiquée à l'époque et peu connue? Ou est-ce vraiment quelque chose de nouveau qui a été influencé par les perturbateurs endocriniens Quelle maladie, pardon? L'endométriose, pardon. L'endométriose. Tu veux répondre? Oui, non, mais tu peux répéter la question. Est-ce que l'endométriose est une maladie nouvelle? Et est-ce qu'elle est influencée par les perturbateurs endocriniens? Malheureusement, la réponse est oui. Lorsque j'ai démarré gynéco avec Israël, l'endométriose était anecdotique. Et nous avons maintenant l'impression que je n'ai pas une consultation sans qu'une femme n'ait une endométriose. Réellement, pour moi, x10, ces 30 dernières années, x10. Et c'est vrai, les phtalates sont les premiers accusés, le bisphénol aussi. Il y a très probablement une part environnementale à cette explosion d'endométriose, mais elle n'est pas évidente à mesurer. C'est ça le problème. Bonsoir, Lucie Bastin-Héline. Je crois que je vais finir par une note positive et je vais me permettre de me faire la représentante des jeunes profs de SVT, de bio, et des doctorants en écologie, parce que je suis à l'Institut d'écologie et des sciences environnementales de Paris. Alors déjà, au cours de toutes mes études de biologie que j'ai fait à Paris, à l'université, j'ai eu des cours de bioéthique. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement, j'ai pris une semaine de vacances pour venir, mais en dehors de ça, on en a dans le tronc commun de toute façon. Quand j'ai passé mes concours de professorat, j'ai étudié le programme du secondaire et les profs sont énormément amenés justement à sensibiliser les étudiants, leurs élèves, à leur future santé, à leur environnement. Ça, c'est très très présent maintenant dans le nouveau programme avec la réforme du collège.
Et aussi maintenant, moi je fais un doctorat dans un labo qui étudie les perturbateurs endocriniens sur des modèles insectes. Et dans ce cadre de cette thèse, je donne des TD à la fac d'écologie, du tronc commun des biologistes qu'ont tous les étudiants en troisième année de licence. Et ces TD, c'est des débats de 2 heures d'écologie qui traitent de sujets de société où on sensibilise les étudiants et on est vraiment amené à les faire réfléchir sur l'impact des sciences et des découvertes sur la société et l'environnement. Voilà. Oui, alors moi je suis jeune retraitée, je suis infirmière et je suis grand-mère aussi. Je me pose beaucoup de questions par rapport aux vaccinations. Ça me paraît aussi être un perturbateur. Et alors ce qui vient de nous sortir avec cette série de vaccins et l'obligation vaccinale avec quand même des retours de bâton de l'État, des pénalités, voilà, ça m'interpelle beaucoup. Je vais les dispenser de vous répondre parce qu'il faudrait toute une journée pour y répondre. Et je voudrais au nom de tous remercier les orateurs. Je sais que c'était trop court, mais on ne peut pas continuer.